Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Aujourd'hui, sujet de notre capsule technique, on va parler de cybersécurité et de risques informatiques. Des sujets d'actualité, surtout avec ce qu'on vit depuis les dernières années, avec l'augmentation de notre fréquentation numérique et l'augmentation des petits appareils de ce style-là qui sont dans nos mains au quotidien. J'ai la chance d'accueillir Caroline Mimeau de Classroom pour nous en parler. Bonjour Caroline. Allô Stéphane. Écoute Caroline, d'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on fasse un inventaire, pas exhaustif, mais que tu nous parles des principaux risques numériques qu'on peut affronter à la direction d'un organisme sans but lucratif. Bien, les risques ne sont pas différents si on est dans un organisme sans but lucratif que dans une entreprise ou nos risques personnels. Quoique, dans un organisme, on va avoir probablement si ce n'est pas des clients, on va au moins avoir des membres ou des donateurs ou des bénévoles des aussi, abonnés, des bénévoles. Donc, on a de la donnée. Alors, on a de la donnée, ce qui me fait dire que le premier risque, ce serait vol de données. Bris de confidentialité. On pourrait aussi aller avec... on parle de vol de données, mais on pourrait avoir encryption de données à la suite d'un rançongiciel qu'on aurait reçu. Tous les risques associés à l'hameçonnage. Fraude au président, ça aussi, ça peut aller avec les organismes sans but lucratif. Les virus, les vers informatiques. Alors ça, ce sont tous des risques. Si on se fait pirater, si on se fait hacker, on peut, il pourrait avoir une perte de réputation. Oui, tout à fait. Après ça, ou de notoriété. S'il s'agit de notre site Internet, on pourrait avoir une défiguration du site Internet ou même une copie. Alors, quelqu'un qui va changer l'interface de notre site ou qui va le rediriger sur un faux site pour pouvoir prendre les données ou frauder d'autres personnes qui vont cliquer sur un lien en particulier. Il peut y avoir du sabotage, de la destruction de données qui serait dans une de nos bases de données ou sur un des logiciels ou d'une application qu'on utilise dans le cadre de nos activités. Puis ces risques-là peuvent entrer à l'intérieur même de l'organisation ou à partir de l'extérieur. Je pense que c'est important, là, juste de revenir rapidement sur les données personnelles. Là. Un organisme qui ramasse des données sur ses membres, sur ses donateurs, puis que ces données-là disparaissent ou sont clonées, mais on peut se ramasser avec 300, 200 membres qui, eux autres, leurs identités personnelles sont volées, ils sont fraudés. Donc, on a une grosse responsabilité qui peut nous arriver dans ce cas-là. Là. Ça peut aller loin. Parce que tu as dit ça en 3-4 phrases, mais en même temps, je pense que c'est important de réaliser les impacts de ces risques-là. Ces impacts-là, c'est comme un iceberg. Là. Souvent, on va voir la pointe. Alors, les risques qui nous sont évidents, mais plusieurs autres risques, là, je dirais presque une quinzaine, pourraient être cachés. Et puis, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi envisager éventuellement. Oui, mais en même temps, je me rends compte que le principal problème, c'est que les gens ne sont pas nécessairement, surtout les administrateurs ou les gens qui sont à la tête des organisations, ne sont pas nécessairement conscients que tout ça sont des risques. Comment est-ce qu'on se prépare ou comment est-ce qu'on peut travailler à diminuer ces impacts-là? Les dirigeants ou les administrateurs là, ont des devoirs d'administrateurs et puis ils doivent faire preuve de prudence et de diligence sans leur demander d'être parfaits, évidemment. C'est impossible. Mais quand on parle de prudence et de diligence, on leur demande minimalement d'être sensibilisés, conscientisés à ces risques-là, d'être informés. Ce qui m'amène à dire d'être formé. Aussi. Oui, je pense qu'on va vers ça, puis ne serait-ce au moins que sensibiliser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là. Parce qu'il faut vaincre, puis je suis curieux de t'entendre sur le fait de vaincre le sentiment de « Ah, ben ça va pas nous arriver, nous autres. » Là. Comment? Parce que on le perçoit, là, on le voit, là, on dirait que ça va toujours arriver aux voisins, puis c'est pas notre cas. Là. Non, on n'est jamais trop petit pour que ça nous arrive. Ah, OK. Ça, c'est important aussi, je pense, oui, effectivement. Alors oui, ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, juste depuis le début de la pandémie, on parle d'une augmentation de cybercrime de 600 %. Et puis, la
porte d'entrée la plus facile pour ces cyberincidents-là, c'est encore les attaques par courriel, donc l'hameçonnage ou les trucs comme ça. On n'est jamais... Courriel, texto. Oui, oui. Je parle par courriel, mais texto, tu sais, le colis n'a pas été livré ou bon, cliquez ici. Oui. On va tous les cliquer ici. Tous les cliquer ici. Alors, tous les cliquer ici. On fait quoi avec ça? On clique pas. Okay. On clique pas. Je pense que... Ou on réfléchit 2, 3, 7 fois avant de cliquer. Juste se poser des questions-là. Est-ce que la personne qui nous envoie le courriel, texto, message sur Messenger ou sur les autres médias sociaux, là, est-ce que c'est réellement la personne qui nous l'envoie? Est-ce que la personne qui nous l'envoie est bien la personne qui nous l'envoie? Dans le doute, là, il n'y a rien comme appeler quelqu'un. « Hey, c'est toi qui viens me l'envoyer un courriel avec une pièce jointe? » Tu sais, les formats de pièces jointes aussi, là, les points EXE, là, tu sais, les points ou les points, quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Alors ça, des fois, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. C'est juste de prendre une seconde de plus. Il n'y a jamais... c'est jamais tant urgent. On a le temps de réfléchir un petit peu. Alors, je disais... il y a une formulation de ces messages-là, souvent axée sur l'urgence. Axée sur l'urgence. Des fois, c'est agressif ou menaçant. Alors, ça aussi, ça peut nous indiquer qu'il y a une problématique. Non, on l'a déjà dit, une institution bancaire ne va jamais te demander ton NIP ou ton mot de passe par courriel. Là, c'est un classique. Le gouvernement non plus. Et puis, non, c'est jamais nous sur la vidéo. Si vous recevez un lien, c'est jamais nous. Mais on n'est jamais trop petit parce que, tu sais, la cybercriminalité, là, c'est une industrie mondiale. Okay? C'est une autre experte en cybersécurité, Emeline Mention, qui le rappelle souvent. C'est une industrie mondiale, alors c'est dans le volume qu'ils vont réussir. Et puis, en s'attaquant à un petit, oui, ils peuvent causer des torts ou voler de la donnée, voler de l'argent, voler quelque chose, mais c'est surtout aussi une porte d'entrée vers une plus grande organisation. Alors, c'est en ce sens que même les plus petits peuvent avoir un intérêt pour ces cyberpirates-là. Ouais, parce qu'ils sont souvent moins bien protégés aussi. Là. En partant, là, c'est déjà plus simple. Puis là, on ne peut pas dissocier les risques de sécurité en numérique, puis tout le phénomène du télétravail qu'on vit aussi. Et des systèmes qui sont plus ou moins à jour à la maison, des infrastructures qui peuvent dater. Parle-nous donc des implications du télétravail dans la gestion de la cybersécurité. À part diminuer le trafic, là, c'est que cette augmentation-là du télétravail a augmenté le nombre d'appareils connectés, le nombre de connexions à distance. Et puis, a aussi démocratisé beaucoup tout ce qui était outils collaboratifs, outils à distance. De base, faire les mesures nécessaires là, pour sécuriser notre appareil, les mises à jour, les sauvegardes, l'utilisation d'un antivirus, l'utilisation d'un VPN, ce qui peut au moins diminuer les risques, prévenir certaines attaques, certains cyberincidents. Et puis, quand on utilise un ordinateur personnel pour aller au travail, bon, est-ce qu'on parle d'un ordinateur partagé avec d'autres membres de la famille? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui risquent de eux-mêmes cliquer sur quelque chose qui pourrait compromettre ce qu'on aurait sur notre ordinateur? Un enfant qui utilise l'ordinateur qu'on utilise pour le travail puis qui lui, est allé se promener dans des jeux qui sont des hacking games et... Tu sais, ils font pas exprès, là. Et puis, on a ce risque-là par un ordinateur qui pourrait être partagé. On peut contourner ça par des sessions individuelles, une session privée, s'assurer de mettre notre session en veille ou de la fermer quand on quitte notre poste. L'utilisation d'un mot de passe unique, d'un mot de passe robuste, d'un mot de passe qu'on va mettre à jour au besoin. Et qu'on ne va surtout pas partager et qu'on ne va pas écrire sur un post-it autour de l'écran. Tu sais, ça aide, j'avoue. Ça aide. Tu sais, je parle de l'ordinateur, mais il y a tout l'univers des objets connectés qui peuvent être aussi une porte d'entrée. Donc, juste s'assurer d'avoir un mot de passe robuste ou au moins de changer le mot de passe qui est fourni, tu sais, le mot de passe de base, là, oui. Tu te parles de mot de passe, parfait. Mais parle-moi donc d'autres actions rapides qu'on peut mettre en place, surtout au niveau de la protection des organisations.
Ben, je dirais que la première, là, et puis ça fait consensus, c'est la formation. La première étape, c'est de sensibiliser. Formation, conscientisation aussi. Oui, les sensibiliser, les conscientiser, mais les former. Pourquoi les former? Pour qu'ils puissent acquérir des bonnes pratiques et de les adopter, de les mettre en place à tous les jours, constamment, dès maintenant. Après ça, quoi d'autre? Ben, j'avais parlé de mise à jour. Oui, mise à jour ça, de l'ordinateur, des systèmes d'exploitation, mise à jour de nos applications, de nos comptes, des logiciels qu'on utilise, mise à jour de tous ces éléments-là, et y compris les applications qu'il y a sur nos mobiles, nos appareils portables. Et de supprimer celles qu'on n'utilise plus. Il y a certaines applications qui sont désuètes, qui n'auront plus de mise à jour. Ça pourrait offrir une belle porte d'entrée pour certaines brèches. Alors, de les supprimer quand on ne les utilise plus, quitte à les réinstaller dans 2 ans si on en a besoin encore, là. J'aimerais ça, tu me fais allumer sur le fait que des fois, on a des vieux ordinateurs, puis t'as des organismes qui sont encore beaucoup axés sur des serveurs à l'interne, tu sais, des systèmes informatiques qui ont développé sur mesure, qui sont dans un garde-robe. J'aimerais qu'on parle de ces enjeux-là, là, parce que très souvent, il faut être conscient, c'est pas mis à jour comme certaines autres infrastructures dans le cloud où il y a des équipes à temps plein là-dessus. Là. Bon, idéalement, ça serait mis à jour. On voit beaucoup de sauvegardes. Maintenant, les serveurs sont surtout en info nuagique. Alors, les mises à jour peuvent être faites plus régulièrement. Mais que ce soit un serveur dans notre garde-robe ou dans notre entreprise ou un disque dur externe ou même un serveur sur le nuage. Et puis, ceci dit, le nuage, ça reste quand même juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est quand même on a une fausse perception de penser. Oui, c'est un serveur sur l'ordinateur ailleurs. Mais peu importe c'est où, cette sauvegarde-là, si on n'a pas une deuxième sauvegarde, c'est pas une sauvegarde, c'est un master. Alors, l'important, je dirais que c'est d'avoir une sauvegarde, donc une deuxième copie quelque part, que ce soit sur un deuxième nuage, sur un deuxième disque dur, sur le disque dur interne de l'ordinateur, mais d'avoir une deuxième copie. Ah, une copie. Finalement, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu es au courant de programmes de subvention, des programmes gouvernementaux qui viennent assister les organismes dans cette gestion de la cybersécurité-là? Emploi Québec, là, de base, je dirais Emploi Québec qui subventionne la formation. Ouais, déjà, ça sera alors pour vous. Ça, c'est... et puis, c'est souvent à 50 % j'ai déjà vu, si vous êtes, vous êtes juste à ça dépend des régions, ça dépend des gens avec qui on travaille. Là. On peut pas dire que c'est uniforme. Plus. Ça fois, peut être plus selon certaines régions et selon le temps de l'année. Quand ils sont à la fin là, de leur année, ça pourrait être plus. Et puis, ça peut compter la formation, mais aussi certains autres services qui pourraient être en consultation, en accompagnement pour mettre à jour les mesures. Ouais, je sais qu'il y a aussi certains programmes en économie sociale. Il y a certaines firmes d'économie sociale qui ont des programmes reliés à la révision des parcs informatiques et des processus. Là. Ça vaut la peine de s'informer et puis de mettre le temps que ça prend. Parce que si on ne prend pas le temps tout de suite pour le mettre à jour, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour corriger la situation. Est-ce qu'on peut dire que les virus informatiques sont les maladies du prochain siècle, selon toi? En fait, les pirates informatiques sont vraiment, meilleurs. Alors, leurs virus sont de plus en plus forts. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Plaisir d'en parler. Écoutez, j'espère que ça vous sensibilise un peu au fait que vos organisations doivent en discuter, doivent commencer à avoir certaines protections, doivent en parler à l'interne aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'ai hâte de vous revoir dans un de nos contenus ou lors d'une de nos activités. Bye-bye.